Il n'y a jamais un article sur Thrustmaster dans ces bouquins, je comprends pas. C'est quoi Thrustmaster? Bon, alors on va vous expliquer aujourd'hui l'histoire autour de Thrustmaster, l'histoire aussi de l'empire derrière Thrustmaster qui est l'empire français Guillemot qui a réalisé des choses exceptionnelles et pourquoi vous ne devriez surtout pas sous-estimer cette marque qui est là depuis 30 ans et tous les atouts qu'il leur reste encore dans les manches et je peux vous assurer qu'il y en a encore un paquet. Bon, je te laisse expliquer. Allez. Thrustmaster, bon, vous connaissez probablement, vous avez déjà vu le nom quelque part, sont en grande surface, vous en avez peut-être déjà eu entre les mains, c'est pas des nouveaux. T'as soif? Bah oui. Ah bah je vais pas ramener de verre, voilà. C'est le géant des périphériques de jeu depuis plus de 30 ans. C'est quoi leur histoire à eux? Ils viennent d'où? L'histoire de Thrustmaster, en fait, ils ont commencé aux États-Unis. C'est une boîte qui a été montée en 90 à l'époque par des ingénieurs et des pilotes de l'Air Force, de la Navy et de la NASA. Donc les mecs, c'était pas des rigolos. Ils n'étaient pas issus spécialement de l'univers du jeu vidéo, parce que de toute façon, l'univers du jeu vidéo à l'époque, c'est la préhistoire, d'accord? On est encore sur les débuts Commodore, début Atari. On est très très loin encore de parler de simulation de vol, de parler de simulation auto. En 91, ils lancent les premiers joysticks. Le tout premier Mark I Weapons Control System. Voilà, pour des simulations de vol. C'était les premiers à lancer ça sur le marché grand public et ils en ont lancé du coup plusieurs jusqu'en 94 et c'est là en fait qu'ils ont créé leur tout premier volant qu'ils appelaient le Formula T1 Driving Controls. Pour l'époque, c'était déjà exceptionnel quand même. Ouais, et puis ça a très bien marché. Ils ont sorti quelques évolutions et entre 1995 et 1998, les ventes explosent. Ils commencent à prendre vraiment de l'emprise sur tout le milieu simu auto et simu vol. Finalement, en 99, il y a une boîte qui les repère, une boîte française Guillemot, qui décide de racheter Thrustmaster pour la bagatelle de 15 millions de dollars, ce qui finalement est pas si cher. Parlons un peu de Guillemot, ceux qui ont racheté Thrustmaster. La famille Guillemot, alors ça c'est un sujet qui est passionnant, plus du côté entrepreneurial du coup. Pour la petite histoire, donc il y a Claude, Christian, Yves, Michel et Gérard, donc ça c'est les frères Guillemot, qui vivent depuis toujours dans une famille d'entrepreneurs et eux décident en 84 de lancer Guillemot Informatique. Donc c'est une boîte où ils font de la revente, de la distribution de matériel informatique et de cartouches de jeux vidéo. Michel qui était parti faire un voyage en Angleterre et qui s'est aperçu que les cartouches de jeux étaient beaucoup moins chères là-bas qu'en France et qu'il y en avait qui étaient introuvables en plus en France. Donc ils ont décidé de rapatrier ça et du coup de faire de la distribution en France. Ça a super bien marché. Et en 86 à fournir carrément les écoles françaises en matériel informatique. Donc ils ont vraiment très très vite pris de l'ampleur sur le marché informatique et gaming de l'époque. Il y a aussi un coup de maître qu'ils ont joué, ils ont réussi à choper les partenariats de distribution avec les grandes surfaces, donc entre autres Carrefour, Auchan. Ça leur a apporté encore une visibilité et des résultats hors du commun. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. En 86, ils créent Ubisoft. Je pense qu'Ubisoft, on n'a pas besoin de vous présenter le machin, d'accord? Et dans le top 3 à l'heure actuelle des plus gros développeurs de jeux vidéo au monde. En 90, ils sortent leur premier périphérique sous la marque Guillemot. Ils jouent encore un coup de maître parce que les gars vraiment ils sont bons. Ils deviennent distributeurs exclusifs de Sound Blaster, donc ça c'est les cartes son peut-être que vous connaissez moins, et de Thrustmaster. Arrive tout un tas de développements avec les disquettes, les CD-ROM, les graphismes 3D. Ça évolue très très vite, les premières consoles. On est vraiment dans le début des années 90 là, donc les choses commencent à évoluer de plus en plus vite dans le monde du jeu vidéo. Concrètement, Guillemot, ils ont envie de tout dominer, c'est-à-dire qu'ils font de la carte son, ils font de la carte graphique, ils font du périphérique de jeu, ils sont distributeurs de Thrustmaster. Enfin, ils commencent à avoir vraiment une emprise sur le marché qui est assez importante. En 95, on a Ubisoft qui sort le premier Rayman, donc énorme succès, un succès incontesté mondial. Ils finissent par restructurer la boîte et par la faire entrer en bourse. C'est que ça va leur permettre d'avoir des bureaux en Amérique du Nord et à Montréal. Et ça va aussi leur permettre de lever des fonds pour racheter le nom et toute la section périphérique de jeu de Thrustmaster, ainsi que la marque Hercule, qui faisait des cartes graphiques. Mais c'est pas tout. Putain, 99, c'est une année de fou. Donc 99, ils entrent en bourse, ils rachètent tout le bordel, mais en plus de ça, ils créent Gameloft. Pendant longtemps, ça a été le numéro 1 des applications de jeux mobiles. Maintenant, ils sont dans le top 3. Ça reste une énorme boîte. La famille Guillemot, tout ce qu'ils font là, c'est succès sur succès sur succès sur succès. Un truc de malade. Surtout que Gameloft, là on arrive en 2000, ils rachètent 80% des parts de l'Odyssée Interactive. C'est la boîte éditrice de jeuxvideo.com. Les mecs, ils ont le plus gros studio de développement de jeux vidéo au monde. Ils ont mis la main sur Thrustmaster qui est à ce moment-là l'un des leaders du marché du périphérique de jeu. Ils ont Gameloft qui va créer les meilleures applications de jeux au monde. Ils ont jeuxvideo.com, donc au niveau communication ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et ils ont le réseau de distribution le plus complet et mondial. Ils ont
plier le game. Ils ont pris le game, ils l'ont plié, ils l'ont mis dans leur poche. On revient un peu sur Thrustmaster. Ouais. En 2001, ils chopent la licence Xbox. Et ils avaient leur première licence Ferrari aussi. Je savais que t'allais rajouter un truc. Bah oui. Le 360 Modena et le volant inspiré de Michael Schumacher. Tout premier volant Formula avec retour de force. Alors c'était pas les premiers à avoir intégré du retour de force dans des volants. Le tout premier c'était un Microsoft. On va pas faire tous les modèles parce qu'il y en a eu des dizaines et des dizaines. On arrive en 2011. La Thrustmaster, il joue un coup de malade. Thrustmaster arrive à choper au nez et à la barbe de Logitech la licence Gran Turismo. Hyper intéressant parce que Gran Turismo c'est quand même le jeu le plus connu. Ah bah oui, tout le monde a commencé avec ça. Bah bien sûr, on commence pas avec du R-Factor, on commence pas avec de l'Assetto Corsa, on commence avec Gran Turismo. Donc il fallait avoir cette licence. Si t'as cette licence là, c'est bon. T'as la licence Gran Turismo, t'es devant sur les étalages dans les magasins, t'es de partout, t'es visible. Et ils sortent un volant, mais un volant qui va foutre des tartes pendant des années, presque pendant une décennie entière, c'est le T500. Le T500, outre le fait qu'il était puissant, qu'il était précis, c'était le premier volant grand public avec un quick release. Tu pouvais changer ta roue de volant, c'était la première fois que ça arrivait. Aujourd'hui encore d'ailleurs, c'est un modèle qui a pas si mal vieilli que ça quand on le compare avec les nouveautés d'autres marques concurrentes dont je tairai le nom aujourd'hui. Il y avait aussi un pédalier, le T3PA. Ouais, le T3PA Pro pour la version T500 RS qui était juste magique. C'était la première fois qu'on avait un pédalier où tu pouvais le mettre en version GT, donc avec les pédales suspendues, et en version Formula, donc avec les pédales au sol. Un truc de fou à l'époque, on n'avait jamais vu ça. Donc au niveau innovation, Thrustmaster, ils avaient vraiment poussé le truc très loin. Ils apportaient des choses qu'on n'avait jamais vues sur le marché, qu'après d'autres marques comme Fanatec se sont empressées d'adapter aussi à leur modèle. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent oui, le quick release de Thrustmaster est dépassé, le quick release de Fanatec est dépassé, aujourd'hui on a des marques qui font 10 fois mieux. Non mais les mecs, c'était les premiers. Innovation, vraiment, ils sont allés très très loin et c'était contrairement à leurs concurrents Logitech qui sont restés sur de l'engrenage, de la technologie en engrenage, eux ils sont sur de la courroie qui à l'époque, en 2011, était encore ce qui se faisait de mieux. Les Direct Drive étaient encore à leur tout balbutiement, on était dans les tests du Direct Drive à ce moment-là. Au-delà de ces innovations, ils ont un écosystème qui s'agrandit, qui se développe. Ils voient vraiment le cockpit du sim racer comme quelque chose de complet et du coup ils créent un écosystème et qui aujourd'hui est le deuxième plus complet de tout le marché du sim racing. Puis après on arrive dans une période qui va être un peu plus difficile, alors pas pour Thrustmaster mais pour la famille Guillemot. En 2015, de 2015 à 2016, Vivendi, avec à la tête Vincent Bolloré, qui décide de prendre d'assaut concrètement Gameloft et tentent de prendre d'assaut aussi Ubisoft. Ils essayent de racheter Gameloft et ils réussissent. C'est-à-dire que les frères Guillemot perdent la main sur Gameloft. C'est un coup dur pour eux. Moi ça me brise un peu le cœur. Mais ils arrivent quand même à garder le contrôle d'Ubisoft. Et en 2016, du coup, côté Thrustmaster, ils sortent un nouveau modèle qui va une nouvelle fois plier le game et qui va rester aujourd'hui encore une référence, c'est le T300. C'est toujours un modèle qui est d'actualité, c'est toujours un modèle qui est bon et qui est même meilleur que des modèles récents. Évidemment que les gens l'achètent encore. Si tu commences à faire du sim racing, bah tu commences avec ça. La guerre, elle se passe entre le T300 et le G29 et puis le G27 à l'époque. Faut pas oublier quelque chose, le sim racing, 80% du marché, c'est les débutants. Les 20% qui restent, oui, ils se tapent la gueule sur Fanatec, sur Simagic, sur Moza maintenant, machin. 80% du marché, c'est des gens qui ont 300 à 500 balles à mettre, qui jouent à Gran Turismo ou à Formula One. Donc Thrustmaster et Logitech, ils répondent à ça. En 2017, ils deviennent partenaires avec Sparco. Donc l'écosystème il est devenu très complet, on a du frein à main, du volant pour tous les styles, toutes les gammes de prix, du bas de gamme, du milieu de gamme. On a du pédalier, on a du shifter. Et d'ailleurs, au niveau pédalier, en 2020, ils sortent le pédalier TLCM, qui est leur tout premier pédalier avec capteur load cell, donc les freins avec le capteur de pression. Tout se passe bien. Et puis arrive 2021, et là, les choses vont commencer à devenir un peu plus complexes quand même pour Thrustmaster. Tout petit peu. Ce moment-là où ils sortent le TGT, TGT2. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Fanatec arrive avec son CSL-DD, ce qui fait que Fanatec propose en gros un setup complet au prix du TGT2. Avec une roue basique, un pédalier basique, tu pouvais t'en tirer avec du coup une base direct drive pour le même prix ou à peine plus cher qu'un TGT2 à courroie
de chez Thrustmaster, qui en plus apportait pas vraiment d'évolution notable par rapport au premier TGT. Ça a dû impacter aussi le SF1000. C'était un truc de dingue, ils partaient encore dans l'innovation, ils nous sortent le SF1000, donc c'est un volant réplique du volant de Formule 1 de Ferrari, avec un écran. C'est incroyable parce que c'était la première fois que pour 400 balles, on avait un volant de F1 avec en plus une petite finition carbone et un écran. Mais il est beau en plus ce volant. Ouais, il est super. beau. Je l'ai pas encore eu en main, j'espère qu'on pourra le tester un de ces quatre quand même parce qu'il a l'air de valoir le coup d'œil. Thrustmaster à cette époque-là, ils essayaient d'aller taper un peu plus dans du haut de gamme, ce qu'ils faisaient pas avant. Avant le TGT, ils faisaient pas du haut de gamme, ils faisaient du milieu de gamme et de l'entrée de gamme pour vraiment le grand public. Là, ils essayaient d'aller taper un petit peu plus haut. Et ils ont pris ce coup d'arrêt là par Fanatec et le CSLDD. C'est marrant parce que tu dis justement qu'ils vont taper en haut, mais en haut, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Fanatec qui lui a fait un beau petit retour de force. Oui, oui, et puis là, Fanatec, ils ont fait l'inverse. On va briser le game, on va retourner la table et on va aller attaquer l'entrée de gamme, milieu de gamme. Et ils l'ont fait avec beaucoup de succès, ils ont pris beaucoup de parts de marché à ce moment-là. Ouais. L'annonce du partenariat entre Fanatec et Gran Turismo. Thrustmaster avait repris le contrôle par rapport à Logitech sur la licence Gran Turismo et là ils la perdent. Ils la perdent et Fanatec, ils ont non seulement Gran Turismo et ils ont aussi Formula One. Mais du coup, ouais, Thrustmaster, ils doivent répliquer et c'est là que, pareil, ils se prennent un peu les pieds dans le tapis. Ils annoncent qu'ils vont sortir un Direct Drive, mais qu'est-ce qui se passe en arrière-boutique? On sait pas trop parce que tous les 2 mois, ils nous sortent une jolie photo, ils nous disent on arrive, sauf qu'on arrive, et à un moment donné, nous, public, ça nous gonfle. Alors, ils nous ont promis une annonce pour fin 2022, donc on devrait avoir des news très bientôt, mais il y a beaucoup de défis à relever pour Thrustmaster aujourd'hui. Leur Direct Drive, il faut qu'il soit puissant, il faut qu'il y ait un bon rapport qualité-prix. On voit bien qu'ils sont en train de galérer, qu'ils ont mis les équipes de recherche et développement à fond la caisse parce qu'ils n'ont jamais fait de Direct Drive, ils n'en ont jamais créé. Donc du coup, faut qu'ils bossent très très dur pour rattraper le retard tout de suite. Parce que là, il y a beaucoup de marques qui se lancent sur le marché Direct Drive grand public en même temps. Et eux, s'ils veulent justement avoir une chance, il va falloir qu'ils soient compétitifs et sur le prix et sur la qualité de retour de force. Parce que c'est pas le tout d'être pas cher, hein. Les retours de force pas chers qui sont dégueulasses, on en a eu quelques-uns en main dernièrement. Et le QR. Et oui, le QR. Quick Release, donc on sait qu'ils vont changer leur Quick Release, mais il y a une question qui est immense par rapport à ça. Et l'écosystème. L'écosystème, on en fait quoi? Parce que Thrustmaster et Fanatec, là, ils sont dans le même bateau. D'accord, ils ont été les premiers à sortir du Quick Release, mais faut pas oublier que Thrustmaster, oui, malheureusement, ils se traînent le Quick Release qu'ils avaient créé en 2011. Et ils peuvent pas faire autrement pour le moment. Donc, ils nous ont promis un nouveau Quick Release pour le Direct Drive, mais il va falloir qu'ils trouvent une solution pour que ce Quick Release foute pas non plus en rogne tous les anciens possesseurs de roues Thrustmaster. Parce que si on vous dit demain à tous ceux qui possèdent du matériel Thrustmaster ou même du matériel Fanatec, du jour au lendemain, on change les Quick Release sur nos bases et tous vos volants, vous pouvez les mettre à la benne, je pense que ça va gueuler 5 minutes. Donc il y a ce défi aussi à relever et amener de l'évolution technologique, mais faire en sorte que ce soit compatible aussi avec le reste du matos. C'est très compliqué. Il doit se faire des cheveux blancs quand même, hein. Ah, il doit y avoir quelques cheveux blancs, ouais, j'imagine dans les équipes techniques, ouais. J'aimerais bien être une petite souris pour voir un petit peu ce qui se passe. C'est marrant, ça me rappelle d'un coup toutes les écuries de Formule 1. Tu sais qu'ils se battent toujours pour être les meilleurs en fonction du budget qu'ils ont. Mais c'est génial, d'un point de vue entrepreneurial, d'un point de vue histoire de ce qui se passe pour la marque, c'est incroyable, c'est hyper riche. On peut en dire ce qu'on veut, je sais que les puristes disent oui, là, c'est du matos entrée de gamme, c'est du matos pour débutants. N'oubliez pas un truc, c'est que déjà les débutants c'est 80% du marché, et ensuite que Thrustmaster a été apporteur d'innovation tout au long de sa carrière. Ce qui n'est pas le cas de certaines marques qu'on voit émerger actuellement, qui certes se battent sur les prix, voilà, ils veulent à tout prix casser les prix, mais ils n'ont apporté aucune évolution. De toute façon, ils n'ont pas d'équipe de recherche et développement. Si on doit parler quand même des avantages de Thrustmaster, c'est que tout le monde connaît. Ils ont un réseau de distribution mondial et ils sont distribués de partout. Ce qui n'est pas du tout le cas de Fanatec. Fanatec, ils peuvent compter que sur eux-mêmes au niveau de la distrib à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'on attend finalement pour la suite? Ce nouveau DD, est-ce que vraiment il va réussir à être à la hauteur? Parce que ça va être leur premier modèle de Direct Drive et là, ils peuvent pas se contenter comme certaines autres marques de aller copier-coller ou de racheter des licences. Il va vraiment falloir qu'ils créent le leur. Le QR, peut-être développer un petit peu aussi encore l'écosystème qui est déjà très large. Mais j'ai hâte de voir ça, ouais. J'ai hâte de voir comment ils se positionnent face à Fanatec parce qu'au final, la guerre elle se passe entre deux maintenant. Logitech est en train de développer en douce leur Direct Drive, mais ils sont encore loin. Non, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je sais qu'on sort un peu du cadre purement sim racing. J'ai trouvé vraiment l'histoire de Thrustmaster passionnante. C'est l'histoire de cette famille aussi, là, ces 5 frères qui depuis 40 ans ont vraiment pris d'assaut le marché du jeu vidéo et on en fait quelque chose, on crée un empire, quoi. Moi j'ai trouvé ça hyper inspirant, hyper instructif.
Et ça m'a réconcilié un peu aussi avec la marque Frostmaster. C'était peut-être une marque que j'avais un peu laissée de côté depuis quelques temps. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi j'ai vraiment kiffé en tout cas faire ces recherches et en découvrir plus sur la marque. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour vos likes, pour vos commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour voir toutes nos vidéos. Yes, à plus. Elle est passée où notre fille? Elles sont collant pour l'histoire.